il va falloir qu'ils remettent tout en question, il va falloir peut-être qu'ils se forment à autre chose, il va falloir qu'ils dépensent de l'énergie. Comme la peur amène à l'inhibition des lobes frontaux, la peur amène à la médiocrité. Il va y avoir forcément ce retour vers le religieux. Le secteur qui va prendre cher en premier, c'est le tertiaire. Se former pendant 5 ans à un métier, Ça serait absurde. mais ça sera absurde. On va réussir à infuser du chat GPT 8 dans un robot humanoïde. Bah là, les métiers manuels, ils vont prendre cher aussi. Pour l'humain, Ouais. il a un temps incompressible pour se former à quelque chose. Il y a de quoi être terrifié. Et qu'ils acceptent le biais d'engagement dans lequel ils sont, de je sais pas, ils ont fait 5 ans d'études, ils ont bossé 10 ans dans un domaine, et en Ouais. fait, bah, demain, il y aura plus besoin d'eux. Ça fait chier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Techno-anxiété. techno-anxiété et non pas éco-anxiété. Ici, on parle de sujets importants qui ont un intérêt. Qu'est-ce que c'est la techno-anxiété, Timothée? La techno-anxiété, c'est le fait justement d'avoir peur de l'IA. Enfin, peur. Non, justement, d'être anxieux face à l'IA et face à la technologie tout court, face à l'exponentielle. Donc, on va expliquer un peu l'exponentialité de l'IA. Le fait que bah, le grand remplacement arrive à grands pas celui qu'on croit. Le début de la vidéo, on a déjà Putain, on a abordé déjà... que des En fait, sujets. tous les gens qui auraient besoin de voir cette vidéo parce que ils sont trop névrosés pour être techno-anxieux, bah, ils sont déjà partis parce qu'on les a déjà trop grattés en fait. Ils se sont déjà dit qu'on était des des horribles climato-sceptiques, droitards. des représentants de l'extrême droite. Tu vois. Putain. C'est trop tard. Bon. On est fini. Carrière sur Bon. YouTube est terminée. Oui, donc l'idée aujourd'hui, c'est de développer un petit peu sur les enjeux de l'IA, à quelle vitesse ça se développe, de qu'est-ce que ça va provoquer comme bouleversement, et de à quel point est-ce que c'est légitime ou pas d'être techno-anxieux. Le premier truc que je voulais aborder, c'est le fait que la plupart des gens avec qui j'ai eu des discussions sur l'IA ne réalisent pas le bouleversement que c'est. Ou ne veulent pas le voir, en fait, ne veulent tout simplement pas le voir. Refoule en fait clairement ce truc-là. Je connais une meuf qui est en design graphique par exemple qui va, dès qu'il y a une image de l'IA, elle va la signaler. En mode c'est vraiment, je veux que ça disparaisse de ma vue parce que je sais que je vais me faire remplacer, dans mon job et tout. Ah, c'est chaud. J'ai eu une discussion aussi, il y a pas si longtemps avec une meuf en soirée et la meuf disait: «Bah, non, mais en fait, il y a toujours eu des progrès technologiques, regarde l'agriculture, regarde, quand on a inventé tel ou tel truc, 90 des jobs ont évolué», ce qui est vrai d'un point de vue empirique, C'est vrai. mais le passé ne te dit rien en réalité de l'avenir. Tu peux te dire: «Bon, bah, il y a cette tendance en général, mais c'est pas parce qu'il y a toujours eu ça que ça peut pas changer». C'est le principe du changement, en fait. C'est marrant parce qu'en bourse, on dit les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Bah, c'est exactement ça. C'est quand même une des bases. Dans le sens où on a quand même créé une technologie qui est Qui est pas, capable de créer des technologies. oui, déjà, et qui remplace pas dans un seul domaine précis, comme pouvaient le faire tous les autres progrès avant. C'est-à-dire que bah, l'agriculture, c'était la machine dans le milieu agricole impactait que le milieu agricole. Mhm. Donc il y avait une migration des jobs vers d'autres milieux qui n'étaient pas forcément impactés, justement. Mais là, cette fois-ci, on a créé un concurrent direct du cerveau humain, en fait, l'IA. Encore une fois, je dis pas que c'est pas possible que l'humanité s'adapte. Je dis juste que là, cette fois, il y a des chances qu'en fait, il y ait une bonne partie de l'humanité qui ne puisse absolument pas s'adapter parce que ça va avoir des impacts tellement profonds à tous les niveaux Et rapide. et rapides. Justement, c'est le truc de l'exponentiel. Moi, il y a 4 ans, quand j'en parlais avec les gens, bah, au début, ils se disaient non, mais on s'en fout, ça fait partie de tous les progrès et tout. Il y a des gens avec qui j'ai continué à maintenir cette discussion avec eux tous les ans ou des trucs comme ça. Et là, cette année, ils se disent: «Ah putain, c'est quand même bien flippant en fait». Bah oui. Et puis pour pouvoir Et c'est le faire un principe de changement, il faut déjà l'exponentiel, c'est l'accepter. que bah, ça va de plus en plus vite et l'humain a vraiment du mal à intégrer, à comprendre avec son cerveau l'exponentiel et la puissance que ça a, le niveau de, bah, de destruction là, de l'emploi qui Déjà, va se dérouler. l'humain a du mal à saisir les enjeux de l'exponentialité pour des trucs très simples. Par exemple, il y a un exemple, c'est si tu t'imagines un stade de foot que tu remplis d'eau au début goutte par goutte et tu augmentes de manière exponentielle la quantité d'eau, ou non, juste tu doubles, on te demande au bout de combien de temps le stade est plein, et les gens donnent une réponse qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc juste, même pour un truc très simple comme ça dans un système fermé, ils n'arrivent pas à percevoir l'exponentialité. Donc dans un truc ouvert, qui est multidimensionnel, multifactoriel, où il y a des enjeux sur tous les domaines de leur vie, ils en sont encore moins capables. Mhm. C'est évident. Et puis,
ça les arrange de pas en être capables, ça les protège de l'incertitude et ça les protège de l'idée même que il va falloir qu'ils remettent tout en question, il va falloir peut-être qu'ils se forment à autre chose, il va falloir qu'ils dépensent de l'énergie et qu'ils acceptent le biais d'engagement dans lequel ils sont de je sais pas, ils ont fait 5 ans d'études, ils ont bossé 10 ans dans un domaine et en Ouais, fait, bah, demain il y aura plus besoin d'eux. Ça fait chier d'accepter de cette idée, tu vois? le prendre dans la gueule, Bah oui, de ça le prendre génère dans du la gueule. stress et de l'anxiété et ça fait dépenser de l'énergie et on n'a pas du tout envie de dépenser de l'énergie, quoi. Il y a plusieurs trucs, on a parlé juste avant, c'est le degré de flexibilité que permet la technologie avec le temps. C'est-à-dire que plus on a avancé dans l'époque, plus on a eu ce truc de ah les gens peuvent évoluer de boulot, ma génération ils restent 2 ans dans un job en moyenne et ils peuvent changer au cours de leur carrière, tu vois, on peut changer, je sais pas, 5 fois, Ouais, 6 fois, 10 fois de job. ouais. Et donc on s'est dit: «Putain, mais c'est merveilleux», en mode les gens vont plus vers ce vers quoi, ils aspirent et donc ils évoluent, ils changent. Ce qui est vrai en partie, mais en fait cette flexibilité n'est pas permise uniquement, par une envie et par un désir chez les gens, de changer de job. Elle est permise par la technologie qui crée une abondance et qui permet de se renouveler assez rapidement, d'évoluer et d'avoir accès à une masse d'informations, Oui très rapide. et elle est permise par le fait que au fur et à mesure du temps qui passe, ce qu'il faut faire pour pouvoir, avoir un salaire, c'est de moins en moins difficile, C'est de moins en moins utile. de moins en moins utile et C'est de plus moins en ça. moins C'est l'utilité au début, quand tu arrives aux bases de l'humanité, l'utilité de chaque tâche, bah, c'est se nourrir. mmh, Donc très tu concret. c'est très concret. Maintenant, il y a des coachs de coachs de coachs, tu vois? Ouais. Niveau utilité, on a fait mieux. Mmh. Donc plus on avance dans le temps, plus il y a un confort qui permet de remplacer, les premiers échelons de la vie, les premières bases, c'est-à-dire, se nourrir, plus on va s'occuper de tâches qui ne «servent à rien» entre guillemets, qui n'ont pas d'utilité dans la survie ou ce genre de truc. C'est je place le barème de l'utilité par rapport, en fait, Ouais, bah, revenons aux de fondamentaux, s'occuper de quoi. ses besoins. Donc la technologie permet la flexibilité, mais au bout d'un moment, la technologie et la vitesse de l'exponentielle de la technologie dépasse, Dépasse comment notre dire? capacité d'adaptation? Ouais, c'est-à-dire que la flexibilité pendant une grosse période, elle était choisie, mais au bout d'un moment, avec la vitesse de la technologie, On la l'a subi. flexibilité, on l'a subie clairement. Et donc au bout d'un moment, on se retrouve dans un truc où on doit se réadapter tout le temps, Ouais, et sauf que c'est pas possible. En fait, il y a un temps où l'humain, ouais. il a un temps incompressible pour se former à quelque chose et tout ça. Et l'IA vient concurrencer ce truc-là et nous oblige à être de plus en plus flexibles, donc c'est très fatigant. Et en plus, plus on C'est pour ça que vieillit les gens sont très fatigués aussi parce que oui. le tout circule extrêmement vite dans notre société. Tu prends il y a 60 ans, quand quelqu'un appelait au téléphone pour une Non, mais oui. intervention, bah, tu étais que au téléphone fixe, j'ai un pote qui me raconte que quand il travaillait pour son père quand il avait 20 ans, il allait à la station essence en vélo pour regarder les prix, les rapporter à son l'information circulait beaucoup moins vite et donc capacité d'adaptation était moins nécessaire puisque le monde allait moins vite. Le monde va de plus en plus vite et maintenant la technologie impose une surflexibilité et va l'imposer de plus en plus et en fait, c'est pas sûr qu'au bout d'un moment que l'humain puisse suivre cette flexibilité. Mais parce que les capacités cognitives et les capacités de flexibilité, bah, elles évoluent lentement, elles évoluent à la vitesse à laquelle l'espèce humaine a toujours évolué. Et là, la technologie enfin, il y a une espèce de décalage et de décorrélation totale entre notre capacité d'adaptation et la vitesse à laquelle les choses évoluent. Donc forcément, on est largué, forcément, le niveau de stress, il augmente. Et donc, au bout d'un moment, plutôt que de profiter de cette flexibilité et de s'y adapter et de devenir, pluridisciplinaire, bah, en fait, c'est trop et on s'inhibe et on se fige et on devient immobile, quoi et on subit. C'est Gunther Anders qui parle dans, «L'obsolescence de l'homme», donc c'est un bouquin qu'il a écrit justement de, la honte prométhéenne et du fait que l'homme, reste en arrière par rapport au progrès de ces machines. Il avait écrit son livre dans les années 70, dans les années 60, quelque chose comme ça. Et comme quoi, bah, plus la machine évoluait, plus l'homme sentait un sentiment de honte qui apparaissait parce que justement l'homme, il est très, très limité par Mmh. rapport à la machine et par rapport, à l'absence de limite que peut connaître nos machines et c'est pour ça qu'il y a une tendance vers le transhumanisme ou ce genre de truc. Pour fuir justement ces limites et parce qu'on voit que la technologie finalement nous concurrence et est moins limitée que nous. Ce qui est fou, c'est que d'abord, il y a eu le phénomène de la machine qui a dépassé nos capacités physiques et motrices. Ouais. Là, on est en train de voir un nouveau phénomène avec l'IA de la machine qui va dépasser nos capacités cognitives et intellectuelles et je pense que ce que les gens perçoivent le moins, en tout cas ceux qui ont des métiers manuels et qui se disent: «Ouais, de toute façon, je suis à l'abri», ils perçoivent pas qu'en fait, l'explosion des capacités cognitives et intellectuelles va participer à une autre accélération de la précision des capacités motrices et mécaniques de la machine.
Aussi et puis même indépendamment de ça, ça va créer du chômage de masse. Le chômage de masse crée, une abondance pour des entreprises, en termes d'emploi. Donc ça crée une concurrence beaucoup plus forte. Ça permet de mettre, un salaire au SMIC. De toute façon, si toi tu veux pas prendre le job, il y en a 9 autres derrière qui vont le prendre. Donc les secteurs les moins rentables pour se faire remplacer par une IA, par un robot, par de la robotique ou ce genre de truc, de toute façon, il y aura tellement une abondance de main-d'œuvre que, en fait, tu vois, tu seras peut-être pas remplacé, mais de tous les Tu cas, quelle que soit ta compétence, tu seras impacté parce que, justement, si tu acceptes pas de faire ton job avec, 50 compétences au SMIC, tu vois? Bah, ça sera ton voisin qui le prendra. Quand tu dis les secteurs les moins rentables, tu veux dire les secteurs qui ont le moins de chances de se faire remplacer? Les secteurs où ça va trop coûteux de mettre de la robotique, OK, ou ce genre de truc, OK. de toute façon, l'IA va créer une telle abondance dans certains jobs que même les jobs qui sont pas censés se faire remplacer, il y aura potentiellement un surplus de main-d'œuvre et donc une concurrence super forte et des prix super C'est bas très pour, les important gens ça. qui font travailler, Ça, c'est hyper important parce que je vois énormément de gens qui réfléchissent avec un seul axe de réflexion de: «À quel point est-ce que mon métier est facilement remplaçable?» Et si leur métier est peu remplaçable, genre ils sont barman, c'est bon. voilà, imaginons ils sont barman, ça demande peu de formation, Ouais. peu de qualification, mais il faut être, dans la relation avec les clients et tout et ils se disent: «Bah, c'est bon, je suis tranquille». Mais ouais, ils oublient que du coup les quelques métiers les plus difficilement remplaçables, bah, vont voir exploser le nombre de candidats Ouais. et donc ça va faire baisser, leur valeur à eux. Ouais, ouais, clairement. Enfin Je ça va faire baisser leur pouvoir de négociation mmh parce que l'offre et la demande. Cette destruction massive d'emplois dans certains secteurs qui va faire qu'il va y avoir Mmh. un afflux de personnes, dans d'autres secteurs. J'aimerais qu'on parle d'un sujet, un gros sujet, c'est l'État et 2 trucs qui me viennent, enfin qu'on a notés. C'est le fait que l'État ne suit pas la cadence et que c'est comme un boulet à la cheville et que ça va ralentir plein de processus d'adaptation et deuxième chose, c'est qu'il y aura quelques gagnants dans l'affaire parce qu'en fait, bon, surtout en France, il y a des métiers qui sont réglementés et donc les gens qui exercent des métiers réglementés, par exemple les architectes, eh ben, ils vont pouvoir profiter pendant un temps du fait que les gens ont obligation de faire appel à eux et que tout le monde ne peut pas devenir architecte et que l'IA ne pourra pas devenir architecte. Donc ils vont pouvoir, pendant encore un sacré moment, jouir eux des outils d'IA pour se soulager dans leur travail, mais continuer à facturer des tarifs normaux parce que c'est réglementé par l'État, tu vois? Et puis même pas forcément, puisque ça se trouve, il y aura juste une entreprise d'architecture qui développera une IA 6 giga puissante, qui vendra ses plans, en gros, à des coûts, 10 fois moins élevés que l'archi en indépendant, tu vois? Et donc, juste, il y aura une boîte d'archi qui sera toujours agrégée par l'État, qui aura une IA ultra performante sur, l'archi et donc qui permettra de casser les prix du marché et donc, tout le marché va s'effondrer à cet endroit-là, tu vois? C'est-à-dire qu'il y en a un qui pourra faire le boulot de 50 personnes, en Ouais. fait. Ah, c'est sûr que s'il y a bien un métier où, ceux qui utiliseront l'IA vont prendre le boulot de ceux qui ne l'utilisent pas, c'est l'architecture. Mais ouais, donc du coup, pour en revenir à l'État, on L'État avait noté que protège l'État l'emploi. ne oui, oui, ouais, que c'est un des rôles qu'il prétend jouer, c'est celui-là et on avait noté qu'il ne suit pas la cadence concurrentielle parce que, qui dit État dit lourdeur administrative, dit, Dit, inertie des processus, ouais. lenteur et cetera et donc incapacité d'adaptation. C'est aussi vrai pour les très grosses entreprises, mais les très grosses entreprises, au moins, elles sont skin in the game et elles ont quand même intérêt à trouver des moyens de s'adapter pour ne pas se faire bouffer, pour ne pas crever, en fait. En fait, c'est vraiment ce truc de l'État a toujours mis du temps à s'adapter parce que c'est une énorme machine et donc c'est vraiment long et sauf que la vitesse du monde n'a fait qu'augmenter. C'est comme si tu étais un coureur qui allait de plus en plus vite. Ouais. L'État, c'est un coureur qui est un peu gros, qui est un peu lent, qui doit faire plein de trucs et Mais tout il va de moins en moins et vite il va de moins l'État va de moins en moins vite parce qu'il est de plus en plus et gros. je vais expliquer pourquoi aussi, Et selon moi. de l'autre côté, le monde va de plus en plus vite. Du coup, la distance que le monde met à l'État, sur plein de zones, c'est-à-dire que même l'école, par exemple, Ouais. les universités, tout ça, d'ici 10 15 ans, ça sera pour moi que des formations, ultra courtes qu'auront pris la relève parce que, se former pendant 5 ans à un métier, Ça serait absurde. mais ça sera absurde dans un monde où tout va super vite. C'est-à-dire que non, c'est ton métier, tu le commences au bout d'un mois, tu vois? Au bout d'un mois de formation Ouais. et tu commences direct dans la pratique parce que peut-être qu'au bout de 2 ans, ton métier aura déjà changé. Il y aura une vitesse à cet endroit-là. Autre raison pour laquelle, l'État va de moins en moins vite, Est un c'est que, coureur très bon, lent. non seulement il est de plus en plus gros, donc il y a de plus en plus d'inertie, mais les gens qui le composent, sont de plus en plus médiocres. Parce qu'en fait, l'État n'attire pas des gens excellents, l'État attire des médiocres et des gens qui sont plutôt passifs. En dehors de gens médiocres, c'est beaucoup de gens qui ont peur
parce qu'il y a une forme de sécurité à être sous l'aile de l'État. Donc il y a beaucoup de fonctionnaires qui soit veulent être tranquilles, soit ont peur et donc il y a une forme de pseudo-sécurité parce que c'en est même pas forcément une, à se mettre sous l'aile de l'État et donc comme la peur amène à l'inhibition des lobes frontaux, la peur amène à la médiocrité, Et en la fait. peur, c'est ça, voilà. J'ai fait un raccourci, mais la peur amène à l'incapacité de raisonnement, à l'incapacité de discernement et à l'incapacité de prendre du feedback. Et donc ça ferme encore plus les capacités de l'individu à comprendre ce qui se joue dans le monde et à comprendre l'ampleur du changement. C'est vraiment des boucles de destruction. Les gens aussi ont du mal à comprendre ça en général, c'est que, bah, il y a des boucles d'effets négatifs et des boucles d'effets positifs. Mmh, Et là-dessus, c'est une boucle d'effets négatifs en fait. Et c'est la boule grossit au fur et à mesure du temps. ouais. Et plus la boule descend, plus elle accélère, plus elle prend de la masse et pire ça sera. Il y a un mec en ce moment, habituellement j'aime pas trop parce que je le trouve assez détestable, mais qui est quand même intéressant sur certains sujets, c'est Laurent Alexandre, qui en fait est un des rares énarques qui est devenu entrepreneur, qui appartient à ce monde, qui connaît, qui fréquente tous ces mecs-là, tous les gens qui ont beaucoup de responsabilités, qui sont à des postes de dominance hiérarchique. Et c'est le seul que je vois en francophonie qui alerte vraiment sur les bouleversements à venir avec l'IA. Mmh. Et il me fait trop rire parce qu'il tweet des trucs lunaires de style, du style, il est lucide en fait. Il est lucide, mais il est terrifié. Ah, il est terrifié. Et en même Ah, temps et en même temps, en fait, peut-être qu'il y a de quoi être terrifié. Indépendamment de la peur intrinsèque de ce mec-là, qui est présente sur son visage et qui se voit, je pense que tu t'enlèves l'IA, le mec aurait trouvé un autre objet de peur. Mais peut-être que rationnellement, tu vois? mmh. Bah, en fait, c'est peut-être pas plus mal de vraiment y réfléchir ce truc-là. Il est terrifié, en même temps, il est assez apaisé à certains endroits parce que lui, bon, il a fait son exit, il a pris ses millions, voire ses dizaines de millions et ça va. Et dans des interviews que j'ai vues, là, j'entends qu'il dit que il a même pas insisté auprès de ses enfants pour qu'ils fassent de longues études et qu'il les laisse, Il comment laisse dire, peinard. prendre le virage de l'IA. OK. Et oui, il dit, avec beaucoup d'humilité, que l'IA l'a déjà dépassé et qu'il a conscience qu'il n'a pas les capacités cognitives suffisantes pour suivre déjà maintenant. Mais par contre, le penchant de ça, c'est que j'ai l'impression que Laurent Alexandre, c'est un athée et qui, du coup, a laissé un vide de croyance en lui et qui est en train de prendre l'IA pour son dieu, hein. Mmh. Il a vraiment il entretient un rapport à l'IA, Mais il de y a vénération divine. il y a dans la Silicon Valley, il y avait un mythe qui avait pris, c'était le mythe de Rocco, où les gens avaient peur, en gros, c'était une start-up et le concept, c'était: «Vous devez investir dans la start-up puisque la start-up est fait pour, plus tard, vous ressusciter et donc si jamais vous le faites pas, elle vous punira rétroactivement, c'est-à-dire qu'elle vous fera ressusciter et elle vous mettra en enfer». En gros, c'est une recréation du mythe biblique, mais avec la Silicon Valley et de la technologie. C'est la même chose et si je dis pas de bêtises, la start-up avait levé, des millions Ouais. en termes de fonds, parce que les gens avaient peur justement et du coup, ils jouaient sur ce pattern-là, tu vois? Mais c'est marrant parce que les gens recréent le même scénario, Très vicieux. Puis aux États-Unis, il y a un socle de croyance encore très présent, donc je pense que ça fonctionne mieux là-bas que ici. ouais. Et ah oui, je suis pas sûr de l'avoir dit. En gros, l'IA allait te punir rétroactivement, te mettre en enfer si jamais tu avais su que cette technologie existait et tu avais pas investi dedans. Oh putain, Comment obliger les gens oh à la payer? violence. Hem, ouais, on avait noté, que selon nous 80 des jobs vont crever. Tu maintiens? Moi oui, hein. Oui, oui, À oui. horizon quoi? 80 des entreprises vont crever, tout simplement parce que pour qu'une entreprise s'adapte en fait, une entreprise marche s'il y a un marché. Une entreprise marche si elle est concurrentielle sur ce marché. Sauf que avec des entreprises avec, 2-3 individus et des IA, à leurs pieds, ils pourront concurrencer des entreprises qui ont des dizaines, parfois des centaines de salariés, qui ont du mal à se mettre en route et à potentiellement licencier là où il faut, parce que en fait, c'est difficile de voir quand tu as une boîte, l'utilité d'un job dans le temps. C'est-à-dire qu'au moment où tu embauches, tu as besoin. Par contre, le mec peut rester 20 ans alors qu'on en avait besoin 5, tu Ouais. vois? Et c'est très compliqué de voir dans une entreprise que de voir qu'il y a une partie de tes jobs qui servent plus à rien. Et donc les entreprises créées, avec, 2-3 personnes et des IA à leurs pieds, vont exploser ces boîtes-là, qui ont du mal à licencier et voir l'utilité de chaque job rapidement. Il y a beaucoup de boîtes qui vont crever,
dans les 5-10 prochaines années, 80 et d'ailleurs c'est déjà le cas, hein, de toute façon les boîtes sont déjà en train de crever avec la crise ou ce genre de truc. Je sais plus, c'est, Des 60 faillites 000, cette année? entreprises qui ont fermé en France cette Qui année. ont déposé le bilan, Ouais, ouais. c'est le plus depuis 15-20 ans, enfin on n'a Je jamais crois vu ça. qu'on a tapé un record en 2024, ouais. Je vous laisse, donner les stats là-dessus si vous les Entre, avez. entre les gens qui n'y arrivent plus, qui font faillite, les gens qui ne veulent plus le faire en France parce que c'est trop dur, et qui n'ont plus envie de jouer en mode difficile et qui se Le barrent et qui mec, ferment leur tu boîte. disais le vietnamien qui a 14 restos et 17. 17 restos et qui fermait tous ses restaurants d'un coup Oui. pour aller se mettre au Vietnam et conti Oui, 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 c'était dans le et 13e à Paris, un mec qui a 17 restaurants, établissements et magasins, un Vietnamien, et qui a décidé là de tout fermer parce qu'il arrive plus à être suffisamment rentable à Paris et que ses business sont beaucoup plus rentables à Ho Chi Minh au Vietnam et que du coup il va tout centraliser là-bas. On a parlé tout à l'heure de l'adaptabilité qu'il fallait avoir dans notre monde, tu Ouais. vois? Et que cette adaptabilité, cette flexibilité augmentait avec le temps, sauf qu'au bout d'un moment, tu peux plus suivre, cette flexibilité qui est trop rapide. Mais, comme elle est présente, pour les individus, elle est aussi présente pour les jobs. C'est-à-dire que la durée de vie moyenne des entreprises sur le marché, va peut-être être divisée par 20 en fait. Ouais, C'est-à-dire que tu crées une boîte et en fait au bout de 2 ans, ta boîte n'a plus d'utilité parce qu'il y a 25 000 technologies derrière, qui ont été créées, qui font exactement ce que tu fais en mieux, en plus rapide et il y aura toujours un petit jeune de 19 ans qui saura comment marche l'IA, qui aura créé une application en 2 secondes avec GPT-5, 6, 7, ouais. 18 et et en fait, là-dessus, suivre la cadence, c'est presque une course impossible. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut se concentrer, si vous voulez créer une boîte ou pérenniser une boîte, il faut se concentrer sur répondre à des besoins de base. Fondamentaux. Et qu'est-ce qui sera toujours indispensable? Bon ben, si on caricature, se nourrir, Mmh. se loger, se chauffer, se déplacer, baiser, avoir accès au sexe et à la gratification, s'amuser, se distraire, heu se relier, communiquer. Enfin, en fait, là, on a atteint un pic de bullshitterie en termes de De job. création de jobs et de création d'entreprises qui répondent à des besoins qui n'existent pas. Mmh. Ça, c'est la grande mode de la Startup Nation, c'est: «Ah, j'ai inventé une solution, il y a un besoin pour ça? Non, non, mais on va le créer. Tu vas faire comment? Bah, on va lever 20 millions d'euros et puis on va faire des pubs et puis on va bourrer le crâne des gens pour leur convaincre qu'ils ont ce besoin». Mais Oui, sache mais que non, ça en ça fait. ça marche pas de faire ça. Tu ne crées pas des besoins. Non. C'est tu à la limite, c'est le rôle de la publicité. Le rôle de la publicité, c'est de faire pencher des gens qui sont en hésitation. C'est pas d'inventer. Tu peux déplacer sur le très long terme ce que veulent les gens, tu vois? Mais tu ne crées pas réellement des besoins. Donc tu arrives à une entreprise qui est totalement déracinée à cet endroit-là, qui est juste perfusée à l'argent et qui a pas besoin de faire des résultats. Bah, c'est une entreprise qui est totalement déracinée par rapport à la réalité et quand elle se confrontera à la réalité et aux besoins de rentabilité, parce que en fait, c'est le principe de la vie. Si un système, ne rapporte rien et ne sert à rien, il finit par être sélectionné darwiniennement et il finit par crever. Mmh. Or, si c'est perfusé à l'argent, que ça soit à l'argent public ou à l'argent, d'investisseurs et tout ça, beh, potentiellement, l'entreprise, le jour où elle doit vraiment faire de la rentabilité, bah, elle s'effondre parce que Bien en fait, sûr. ça ne sert à rien et ce qui sert à rien, au bout d'un moment, c'est comme ça que marche la nature, une branche d'arbre qui Mmh. sert plus à rien va finir par mourir, Ouais, enfin, ouais, ouais. la Et nature est d'ailleurs, bien faite à ce niveau-là. s'il y a une branche, si vous prenez un arbre, on l'a déjà dit dans une vidéo, s'il y a un arbre et que un arbre fruitier par exemple, et que vous laissez toutes les branches basses, sur lesquelles il y a pas de fruits et que vous les taillez pas, bah, vous aurez des moins gros fruits. Donc non seulement ça est inutile, mais en plus ça plombe tout le monde. Mmh. Et oui, et un autre truc aussi, c'est que peut-être que telle entreprise, crée un produit qui répondait à un besoin bien présent en 1990 ou dans les débuts des années 2000. Et peut-être qu'aujourd'hui le monde il a changé et ce besoin n'existe plus. Bon bah si ce besoin n'existe plus, c'est que c'était pas un besoin fondamental déjà, parce que les besoins fondamentaux ils sont toujours là, ils ont toujours été là, ils seront toujours là. Mais il faut se demander: «OK, est-ce que je suis en phase avec l'évolution du monde et est-ce que le besoin, que comble mon produit est toujours là ou pas?» Et ben, en fait, l'explosion de l'IA et donc l'explosion de la pression, sélective, bah, va forcer les gens à se poser ces questions et en cela, c'est une très bonne chose. Parce que, on peut pas, nier la sélection naturelle, longtemps, Indéfiniment. indéfiniment et prétendre à vivre dans un monde prospère, quoi. En fait, si tu élimines la sélection naturelle par de la compensation, de l'injection monétaire, tout ça, tu détruis autre chose à côté. Parce que
tu ne prends pas la ressource de n'importe où. Tu détruis la confiance. Non, mais si moi je te prends de la ressource pour, si je te prends de tes ressources pour que moi je puisse continuer à vivre, mais que fondamentalement je ne crée rien, je n'apporte rien à la vie du groupe ou n'importe quoi, Tu es un je parasite. suis juste un parasite. Alors, je suis pas dans une logique ultra utilitariste, où il faut que tout le monde ait fondamentalement je dis juste que si moi je t'oblige, déjà c'est violent Mmh. envers toi. En plus, potentiellement toi qui, si tu gardais tes ressources, tu pourrais nourrir pas 10 personnes, mais 20 personnes Mmh. et sauf qu'en te prenant ta ressource dès le début, bah, je t'empêche de pouvoir faire vivre d'autres personnes et donc c'est pour ça que là-dessus, c'est bien de laisser du choix chez les individus pour qu'ils puissent mieux répartir, eux-mêmes la ressource qu'ils créent. Si tu vas au bout de cette logique-là, tu vois, en mode, il faut que tout ait une utilité et tout, tu finis par trucider tes vieux, Oui, enfin, je suis bah, en pas fait, du tout dans cette logique-là, hein. tu l'humanité, Voilà, c'est ça l'amour et la sensibilité et l'empathie. et le partage et tout ça. Donc on n'est pas là, on n'en est pas là, enfin, c'est pas ça qu'on défend. C'est juste que de dire que, l'extrême qui consiste à ne plus accorder d'importance à l'utilité, il est tout aussi dangereux que l'extrême qui consiste à chercher l'utilité partout. Voilà. Dans les 2 cas, ça fonctionne pas, ça C'est dysfonctionne. l'utilité doit être au service de l'humanité Bah oui, et exactement. et pas l'inverse. Hem, du coup, pour raccrocher les wagons sur, se concentrer sur, combler des besoins fondamentaux, bah, on avait noté que bon, il pourrait peut-être y avoir un revirement et une espèce de retour vers des métiers, vers des activités très, bah, historiques, très primaires, Très qui comblent ut les besoins de base. très utile dans le Très sens, utiles, ouais. par exemple, juste, de l'agriculture ou des choses comme ça. Les gens vont peut-être, avoir plus de temps grâce à la technologie et comme il y aura une concurrence beaucoup plus forte, ça sera beaucoup plus intéressant d'avoir son propre jardin avec, ses propres ressources ou ce genre de trucs. Ouais, non, l'agriculture va peut-être devenir fondamentale, et les gens vont peut-être, décider un peu plus justement de créer de l'autonomie à cet endroit-là parce que ils auront moins de ressources et que le marché sera beaucoup plus concurrentiel, et donc ça peut avoir des conséquences de cet ordre-là. C'est-à-dire que Oui, il y a de cet ordre-là et même en termes de relations, de service à la personne. Je veux dire, il y aura toujours autant de petits vieux qui sont dans la solitude et bah, c'est pas d'un robot, dont ils auront besoin pour leur tenir compagnie, quoi. ouais, c'est ça. Non, c'est sûr que ça va provoquer des grands bouleversements, que le tertiaire en fait, finalement, ce qui va ce le secteur qui va prendre cher en premier c'est le tertiaire, parce que les robots, ils sont pas encore prêts. Par contre, quand on va réussir à infuser du ChatGPT 8 dans un robot humanoïde, bah là, les métiers manuels, ils vont prendre cher aussi. Mmh. Donc ça va tout bousculer et ça va remettre en question énormément de choses et ça va demander de la flexibilité cognitive. Et les gens vont se dire: «Ah mais il faudra bien des humains pour réparer les robots». Bah non, tu peux mettre d'autres robots qui réparent des robots, en fait. Bah oui, Bien sûr qu'il y a peut-être besoin d'humains dans l'équation à un moment, mais en fait tu peux créer tu sais, tu peux créer des il y aura des entreprises uniquement de robots, un robot qui donne un ordre à un autre robot, qui donne un ordre à plein d'autres ça robots, existe qui donne déjà, c'est un voilà, agent IA, quoi. oui, c'est les agents IA, clairement, clairement, clairement. Et donc tu auras des boîtes qui pèseront des millions, voire des milliards et qui seront uniquement managées par des Je robots, sais plus, qui disait ça il y a pas longtemps, qui j'écoutais, qui disait que selon lui, dans les 12 prochains mois, on verra la première billion company, créée par un mec seul. ouais. Ça, c'est quand même de la folie de s'imaginer qu'un mec tout seul puisse générer plus d'1 milliard de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires par an et générer autant de valeur seul, avec si peu de ressources humaines. T'aurais dit ça à quelqu'un il y a ne serait-ce que 5 ans, il t'aurait rayonné. Même un entrepreneur, très expérimenté. Mmh. C'était impensable. Là, aujourd'hui, c'est envisageable, quoi. Et encore une fois, là, aujourd'hui, ça n'est possible que dans des secteurs où tu vends de la ressource cognitive et intellectuelle. Demain, peut-être que ce sera possible dans un secteur où tu vends, de l'énergie au sens calorique, genre déplacer des charges ou de la logistique ou que sais-je. Et peut-être qu'un mec seul pourra, gérer une boîte qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Par contre, pour le faire, il aura acheté des outils de production qui seront des robots et ces robots-là, pour être construits, auront nécessité beaucoup de ressources. Mmh. Oui, bien sûr, encore une fois, les lois de la physique, elles sont toujours là, quoi, on peut pas les outrepasser. Mais si on parle que de trucs dans le tertiaire, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de disrupter ce marché puisqu'il y a même pas besoin de ressources physiques. Bon, il y a des data centers pour faire tourner
les IA, mais ça s'optimise. C'est-à-dire la dépense d'énergie, elle s'optimise à ce niveau-là. Donc ça va être facile, en fait. Ça peut aller très, très vite. Il y a même pas de limite physique. Enfin, les limites physiques ne sont pas aussi, importantes que, pour créer une billion compagnie dans l'agriculture, par exemple, en étant tout seul. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais, ouais, je vois. Il y a des chances quand même que ce scénario mène à une, ultra, ultra hyper classe, ce qui est déjà en train de se passer, qui est déjà en train d'arriver en réalité. Ouais. Une ultra, ultra hyper classe et le reste, bah, finalement des gens qui ne servent à rien, en quelque sorte. Harari le disait déjà dans Sapiens: «Qu'est-ce qu'on fera des inutiles?» Ou il le disait en interview plutôt, mais c'est l'auteur de Sapiens. Les gens vont peut-être revenir du coup à des modes de vie plus, grégaires ou ce genre de trucs parce que en fait, ils pourront pas tellement, concurrencer le marché Mmh. et donc ils vont décider d'arrêter de jouer le jeu du marché et plus, il va peut-être y avoir des espèces de communautés, de trucs. Il va y avoir des trucs, Bah, c'est ce qui se passe dans le bouquin Le meilleur des mondes. Dans Le OK. meilleur des mondes, il y a, des gens, qui ont été des embryons dans des couveuses, qui ont un rôle qui leur est assigné, les alphas, les bêtas, les machins, et des fois ils voyagent dans des navettes enfin dans des navettes volantes, et ils sont en contact de communautés qui vivent un peu, coupées du monde, technologique, et qui ont décidé d'arrêter de jouer à ce jeu-là, de s'extraire de ce jeu-là. Mmh. Ah oui, alors il y a un sujet très important qu'on voulait aborder, c'est le rapport entre, la névrose et l'évitement de la souffrance et l'évitement de la dure réalité. Est-ce que tu te sens de nous... Mais juste la plupart des individus sont des individus névrosés, sauf que, bah, la névrose, le principe, c'est que pour moi, pourquoi elle a été sélectionnée d'un point de vue darwinien? Qu'est-ce que c'est la névrose? Déjà, c'est la capacité à ne rien vouloir savoir du réel, Oui. à ne rien vouloir savoir de ce qui se passe autour. Et de ce qui peut nous Et donc pour intenter à notre perturber notre sentiment de sécurité, quoi. voilà, c'est ça. Typiquement, un névrosé, va croire à tout et n'importe quoi pour se rassurer. Que ce soit, du Père Noël à, Dieu tout-puissant, à l'État tout-puissant, à voilà, c'est pas une question, c'est où est-ce qu'il va mettre, la puissance pour se protéger? C'est-à-dire, il va investir de l'énergie dans un espèce de papa externe, extérieur à lui, genre l'État, une religion, n'importe quoi et ça permet de dire: «Oui, mais tant qu'il y a ça, ça va. Donc je Mmh. suis en sécurité». La plupart des individus sont des névrosés, donc ils refoulent l'insécurité finalement. Ils essayent, ça marche pas forcément très bien. Justement, quand ça marche plus, ils tombent en dépression et donc ils essayent de refouler cette insécurité et donc ils ne veulent pas voir finalement, l'IA et les conséquences que ça peut avoir et ça va être de plus en plus dangereux d'être névrosé dans le monde dans lequel on vit. Mmh. Il va sûrement y avoir de moins en moins de névrose à cause de ça, parce que, tu te prendras tellement claque du réel sur claque du réel que tous les névrosés tomberont en dépression, en fait. Et donc il va aussi y avoir aussi un regain de surinvestissement dans tout ce qui, peut magiquement te protéger. C'est-à-dire, une religion, une secte, ce genre de truc. Oui. Je ç Tout Ça ce va qui peut te rassurer, déjà d'un point de vue des stats, on regarde, ça augmente, parce que plus il y a d'insécurité, plus les gens vont essayer de se sécuriser avec des trucs comme ça, bien sûr. Le avec des retour du religieux en période de crise. voilà, c'est ça et donc moi, il y a 5 ans, j'ai mis cette hypothèse-là, c'est exactement ce qui se passe au niveau des stats, ça fait fois 5 fois 10 aux endroits où Ouais. où il y a de la religion, c'est vraiment ça augmente, le nombre d'adeptes, qui augmente énormément parce qu'il y a besoin de se sécuriser et donc bah, les gens vont vers ces trucs-là C'est et marrant parce que c'est exactement ce qui se passe chez Laurent Alexandre, sauf que lui, plutôt que de revenir, vers, une foi religieuse monothéiste, bah, il a fait de l'IA sa religion. Donc c'est plutôt fonctionnel, ça l'arrange, quoi. Parce qu'il s'en sortira peut-être mieux. ouais. Mais il a vraiment cette réaction de se raccrocher à quelque chose pour se rassurer face à toute cette incertitude que ça injecte dans son système, quoi. Et n'entendez pas, avec ce que je dis, que toutes les personnes qui sont dans la religion sont des personnes qui ont peur. Je dis juste que la peur amène à, croire à tout et n'importe quoi, justement pour se rassurer. Donc, après, je juge absolument pas le Oui, oui, on n'est pas en train de fond juger, la croyance, elle est fondamentale, un non-croyant, ça n'existe pas, et elle est juste là pour nous permettre de vivre normalement, de continuer à fonctionner, de continuer à agir dans le monde. Heureusement qu'elle est là. ça permet l'économie cognitive et la rapidité, dans la prise de décision. S'il y a pas de croyance, au bout d'un moment, il y a pas de prise de décision parce que
quand tu déconstruis chaque chose et tu vas regarder les prémices des prémices, bah, tu regardes que tout est très, très instable en fait, beaucoup de choses. Même au niveau scientifique, en fait, il y a beaucoup de failles. Je ferai une vidéo juste Mmh. sur ça d'ailleurs, sur les failles épistémologiques, d'un point de vue scientifique et tout. Mmh. Et donc si jamais tu dois être certain pour prendre une décision, tu ne le fais jamais. Le truc c'est, le problème c'est pas la croyance, c'est l'absence de conscience autour de ces croyances. C'est plus ça. Donc faut avoir conscience de toutes les zones où on a désinvesti la réflexion, désinvesti le monde logique et qu'on est juste là dans: «Non, là-dessus, je suis dans une croyance et Oui, ce qui tout». est dangereux, c'est de ne pas c'est de ne pas savoir que l'on ne sait pas, quoi. Ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Parce que ne pas savoir, c'est très, ça fait partie de l'humanité, en fait. On Ah oui. comprend pas grand-chose, on essaye d'évoluer à tâtons, et c'est comme ça que ça marche. Donc, il va y avoir forcément ce retour, vers le religieux, Ouais. encore plus avec l'IA et tout. Et un truc que je me demandais là, avant la vidéo et que je me pose, comme question, c'est comment les profs qui sont majoritairement des névrosés orientent les élèves dans ce monde qui évolue super vite? Je sais pas comment ils s'en sortent, mais Je pense j'ai que envie d'aller dans les ouais. lycées là et d'aller parler aux profs, de terminale et tout ça et voir leur vision du monde et voir à quel point ils se sont fait larguer par le monde et voir ceux qui se sont adaptés, voir la vision des élèves par rapport à ça. Parce que, bon, avec l'accès à internet, il y en a certains qui sont peut-être pas trop névrosés et qui seront allés voir, mais j'ai bien envie de voir, Bah, quel est écoute, le leur premier réflexe, ça a été de désigner, l'IA comme le bouc émissaire. Comme à chaque révolution, c'est d'abord dangereux, c'est d'abord ridicule, puis dangereux, puis évident. mmh On peut dire qu'il y a eu la phase ridicule pendant très longtemps. Quand ChatGPT 3.0 est arrivé en novembre-décembre 2022, on est passé très vite de la phase «Oh, ça intéresse pas grand monde, Siri, c'est bien mignon, mais on peut pas faire grand-chose», à la phase «Oh dangereux. putain, c'est Oh flippant». putain, là par contre, faut vite, va des rétros Satanas, quoi. Et je voulais rebondir sur un truc aussi. Finalement, la névrose, elle a un rôle à jouer, elle te protège de l'incertitude, elle te permet de dissiper l'anxiété et donc de continuer à vivre, en préservant ton intégrité, physique et mentale. Sauf que quand cette névrose t'empêche de voir le réel, t'empêche de voir quand il y a un raz-de-marée qui fonce sur toi, et ben dans ce cas-là, le coût d'opportunité, il est mauvais et l'arbitrage, il est plus en faveur de la névrose, quoi. Là, il vaut Ouais. mieux déjà dans ces cas-là, dans un cas comme celui-là et c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec l'IA, il vaut mieux prendre conscience qu'on est névrosé et essayer de lever le voile de la névrose pour se confronter à la réalité. Même si c'est douloureux, ce sera toujours moins douloureux que de De laisser le mais tsunami nous de venir sur toute la gueule. façon, il y a un truc aussi où par nature, tu ne choisis pas quand est-ce que tu te confrontes à la réalité. Oui, C'est la réalité qui te c'est tu te prends la réalité dans la gueule. ça traduit Donc mon biais de d'autodéterminer, ouais, ouais, ouais. Mais bon, tu peux quand même te diriger vers, plus de conscience, tu vois? Essayer. Mais il y a un truc où c'est pas toi qui décides quand tu te prends la claque qui te met au sol et qui te dit: «Ah putain, c'était pas ça», tu vois? mais C'est quand tu es prêt, au bon moment, avec la bonne personne, au bon c'est clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous attendez, au bout d'un moment, ça vous impactera suffisamment pour que vous en souffriez assez pour que vous n'ayez plus le choix que de prendre conscience et de changer. Ce qu'on essaye de vous dire, c'est prenez les devants. Acceptez que peut-être vos certitudes reposent sur du sable et qu'elles sont là pour vous rassurer avant tout et qu'elles sont pas forcément, en phase avec la réalité et qu'il faut prendre les devants, même si ça vous coûte de l'énergie. Moi, je vais prendre mon exemple, c'est ce que j'ai fait. Je découvre ChatGPT en décembre 2022 en écoutant un podcast, je me dis: «Quoi ce délire?» Je me souviens très bien, je le teste à Noël, je le montre à mes proches et tout, c'était déjà impressionnant et quelques mois plus tard, première chose que j'ai faite, je me suis dit: «Je paye l'abonnement ChatGPT, comme ça me coûte 20 balles par mois et comme ça, si je l'utilise pas, je me dirais: "Putain, je suis quand même con, de dépenser de l'argent pour rien"». J'ai fait ça, premier truc et deuxième truc que j'ai fait, pareil, printemps 2023, je me suis dit: «Pendant une semaine, j'arrête de travailler, je ne fais plus rien pour mes clients, je ne fais que utiliser et tester des outils d'IA pour m'habituer, pour créer cette habitude». Parce que je savais, j'avais déjà pris conscience que ça allait tout bouleverser et qu'il fallait absolument que je rate pas ce truc-là parce que mmh, sinon j'allais me faire distancer, en fait ouais. et je suis bien content d'avoir fait ça à l'époque parce que, je suis pas le plus avancé et je suis pas celui qui maîtrise le plus l'outil, mais j'ai quand même un niveau de maîtrise et de compréhension avancé et qui fait que, bah, j'essaie de vivre avec mon temps, quoi. Ouais et c'est pareil, ce n'est pas en le un conseil que je peux vous donner, c'est utiliser l'IA, mais ne l'utilisez pas, pour tout, en fait. Et gardez, les tâches que vous aimez,
et gardez en fait, servez-vous de l'IA comme un marchepied, mais ne vous en servez pas pour remplacer votre cerveau. Et donc continuez à faire ce que vous aimez, continuez les gens perdent, au niveau du cerveau et de leur capacité d'élaboration avec l'IA, leur capacité de synthèse, de donner un propos. Enfin, gardez, ce réflexe de quand même écrire à la main, gardez certains réflexes qui permettent, de maintenir, votre capacité de construction mentale qui est importante quand même pour, pouvoir échanger avec nos proches et pouvoir construire n'importe quoi, pouvoir, métaboliser des propos Ouais. ou, une idée, pouvoir s'exprimer, pouvoir rentrer en relation. Donc vraiment, servez-vous de l'IA comme un marchepied pour les trucs qui vous font terriblement chier et Oui, quand vous n'avez pas du tout pour d'énergie, combler vos lacunes. mais essayez en tout cas de continuer à utiliser vos capacités de réflexion et d'élaboration et En de fait, on est encore sur ce truc de l'IA est un très mauvais maître, mais un très bon esclave, hein. ouais, ouais, ouais et Si donc vous devenez esclave de l'IA, ça va être compliqué. Et c'est facile de devenir esclave de l'IA parce que c'est tellement confortable. pour partir sur une note positive, il va peut-être y avoir aussi un progrès, tel qu'il va y avoir une abondance et en fait, plus la technologie avance, plus il y a un confort quand même qui s'installe et donc peut-être qu'il va y avoir des inventions qu'on n'imagine même pas avec l'IA et les progrès, qui permettront de créer un confort qui sera tel que, bon, bah, les gens n'auront pas forcément besoin de trop Ça taffer, oui, mais voilà, alors c'est ça, que c'est que il va y avoir des inventions, ça va provoquer des inventions. L'erreur, c'est de croire que ces inventions vont créer des emplois pour les humains. Non, oui, non, ça va juste créer des nouvelles fonctions, des nouveaux besoins pour l'IA. des nouveaux besoins pour l'IA, c'est-à-dire? Bah, il y aura besoin d'IA pour améliorer l'IA. Oui, Il y aura oui, pas oui. besoin de vous, il y Bah, aura mais pas c'est besoin de surtout nous. qu'au bout d'un moment, notre capacité est limitée. L'IA, il y a une capacité qui est pas limitée comme nous et donc la capacité de faire progresser, la machine, si on le fait par nous-mêmes, ça sera limité et donc ça sera forcément une IA qui a 200 000 points de QI qui pourra le faire. C'est tout. Donc c'est pas parce que en gros, c'est une invention qui va nous échapper forcément, Il y qui a des nous échappe déjà, Ça nous en échappe fait. déjà. Il y a déjà des histoires, d'IA qui ont compris qu'elles allaient être, «débranchées» entre guillemets et qui du coup se sont ont codé des trucs pour empêcher de pouvoir être débranchées par un opérateur humain. On a aussi des exemples d'IA qui communiquent entre elles et quand elles réalisent que ce sont 2 IA qui communiquent entre elles, elles changent de langage, elles arrêtent de parler dans le langage des hommes, elles utilisent un langage codé beaucoup plus efficient et que nous ne pouvons pas comprendre. Enfin, on en est déjà là, quoi. En fait, on et ce C'est qui est ce Skynet, qui est quoi. dur, c'est qu'on peut difficilement interdire quelque chose à une IA parce que c'est un système ouvert et que si tu interdis, par exemple, un système ouvert, c'est un système, par exemple, la Terre, voilà, la Terre, ça serait une IA. Si tu interdis, par exemple, je sais pas, de faire une fonctionnalité de l'IA, tu mets une zone là qui permet d'interdire, tu te dis: «Ah ça y est, j'ai protégé, j'ai codé toute cette partie-là pour que, l'IA ne puisse pas» et en fait, l'IA va passer par là. Et c'est ça le problème de l'IA, c'est je sais plus comment ça s'appelle ce problème-là, c'est que dès que tu veux limiter à un endroit, tu lui dis: «Va par là sans passer par ce chemin», bah, finalement, elle va quand même passer par un chemin juste à côté que t'as pas auquel tu as pas pensé, auquel tu n'as pas mis de limite. Et donc notre capacité à mettre des limites à l'IA, elle est très compliquée parce que c'est Oui, un système ouvert et parce que que, notre capacité à mettre des limites, nous, on met des limites sur notre carte et notre carte n'a encore une fois pas le territoire. Et exactement. l'IA étant extrêmement intelligente et ayant la capacité de faire des milliards d'opérations et de calculs par seconde, eh ben, elle peut analyser le territoire jusqu'à trouver un endroit où votre carte ne couvre pas, quoi. Ouais, ou auquel on n'a pas pensé et l'IA prendra ce chemin. Voilà. Donc voilà. Donc ça promet. Ça promet, ça promet. Mais en tout cas, on vit dans un monde, la révolution là actuelle, c'est une révolution, on n'a jamais vu ça en fait. C'est pour l'humanité, c'est un truc vraiment de taré en C'est fait. totalement inédit, ouais. Voilà, voilà. Sur ce, comme d'habitude, heu, si vous avez des remarques, des questions, que vous êtes d'accord, pas d'accord, dites-le nous en N'hésitez pas. commentaire. Posez un like, ça donnera de la visibilité à la vidéo. Si vous voulez discuter avec nous, alors pas de la pluie et du beau temps, hein, on parle d'échanger sur votre situation. Ça peut être par rapport à l'IA, si l'IA vous rend anxieux, si la technologie vous rend anxieux, que c'est un enjeu pour vous, j'espère que c'est un enjeu pour vous, bah, vous pouvez réserver un appel avec nous, il y a les liens en dessous, lien Calendly et puis, bah, on vous remercie d'avoir suivi jusque là et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao.